Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mom You Rock. Mom You Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slasheuse. Car oui, j'ai longtemps cru qu'être mère et chef d'entreprise pouvaient être incompatibles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais archi faux et ces parcours ne le prouvent bien. Je suis moi-même aujourd'hui maman de 2 petits bouts et je vis une belle aventure entrepreneuriale. Ma mission ici est de vous inspirer à travers tous ces témoignages pour mener à bien vos projets et vous aider à croire en vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la naissance de ce podcast, je vous invite à écouter la bande-annonce de la saison 1. Maintenant, prenez place, c'est parti! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Estelle B, avocate en droit des affaires. Estelle, c'est un peu ma business mate, même un petit peu plus que ça maintenant. C'est ma révélation de cette année 2020. Elle a lancé son activité à 2 jours du confinement acte 1. Oui, il fallait oser. Elle accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs sur les questions juridiques liées à leur business. Au menu de notre discussion, pourquoi c'est important d'avoir un avocat à ses côtés quand on lance son business? Le choix des statuts. Micro-entreprise versus création de société. Et vous allez voir pourquoi la micro-entreprise n'est pas forcément le meilleur choix pour vous. Faut-il entreprendre solo ou à plusieurs? Est-ce qu'on peut protéger son idée ou son concept? Quel type de financement il existe aujourd'hui? Nous avons enregistré cet épisode à quelques semaines du confinement. Il va certainement y avoir de nouvelles évolutions. Donc je vous propose de rester connecté pour en savoir un petit peu plus. En attendant, je vous laisse découvrir mon superbe échange avec Estelle. Très bonne écoute. Bonjour Estelle. Bonjour Mariama. Estelle, tu es avocate en droit des affaires et aujourd'hui on va aborder quelques thématiques juridiques. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et nous parler de ton activité? Alors, donc Mariama, ce qu'il faut que tu saches, c'est que j'ai eu, moi j'ai l'impression 1001 vies, mais toujours en fait dans le domaine juridique. Ok. Donc j'ai fait un parcours un peu, on va dire, classique, donc des étudiants en droit. Donc d'abord 5 années donc à Paris 2 en droit, droit classique. Et puis après j'ai passé comme tout le monde le concours d'avocat. Et là, j'ai commencé à exercer dans des cabinets donc de divers types, divers tailles, cabinet anglo-saxon, cabinet français. J'ai même exercé en fait avec un avocat en individuel, donc ça s'est pas forcément bien passé, mais bon, ça arrive. Ouais. Et puis après, comme j'en avais un petit peu marre, je me suis dit peut-être, et que c'était vraiment l'entrepreneuriat qui m'intéressait. Ouais. En fait, je suis allée bosser dans une ETI, donc une grosse boîte, donc avec 600 personnes, un groupe en ingénierie du bâtiment. Ok. En tant que responsable donc corporate. Donc qu'est-ce que c'est être responsable corporate? Parce que c'est un peu voilà, mais qu'est-ce que c'est ton jargon, hein? Donc voilà. En gros, je m'occupais donc de la partie juridique sur 15 sociétés. D'accord. Du groupe. À toi toute seule? Ouais, mais pas là sur la partie opérationnelle. En fait, pourquoi corporate? En fait, ça impliquait tout ce qui était droit des sociétés, conflit entre actionnaires, financement, donc levée de fonds, gérer les assemblées générales. En gros, c'est un peu ce que je fais du coup tous les jours, qui est un peu, on va dire, mon cœur de métier, parce qu'on peut pas forcément dire spécialisation. Ce qu'il faut savoir, c'est ça aussi, c'est que dans le métier d'avocat, il faut pas utiliser le terme spécialisation. Tu m'apprends quelque chose. Oui, parce que spécialisation, pour se dire vraiment spécialisé, en fait, l'ordre nous impose de passer un véritable diplôme. D'accord. Voilà. Donc et après ça, donc comme la boîte allait pas très bien, en fait, je me suis fait licencier donc économiquement. D'accord. Ça c'était quand du coup? En août, je crois 2019. Donc effectivement, c'est assez. En réalité, c'est assez récent, mais en fait, je savais déjà ce que j'allais plus ou moins faire. D'accord. Parce que j'avais envie quand même de retourner donc dans l'avocature. Ça se dit avocature? Avocature, ça se dit, ouais. Je sais, c'est. Je vais en apprendre des choses aujourd'hui. Exactement, parce que, mais bon,
Si j'ai un langage soutenu, Mariama, n'hésite pas. Hein. Oui, parce que on est là un petit peu pour vulgariser, parce que c'est clair que moi, tu vois, déjà tu me dis il y a pas de spécialisation, ok, on entend parler d'avocat droit des affaires. Tout à fait. Et c'est au sens strict. Et c'est vrai que du coup, oui, j'avais plus ou moins envie donc d'essayer, parce que une aventure entrepreneuriale, en fait, comme toutes les filles qui t'écoutent, hein, je suppose, filles ou hommes, hein, donc voilà. Il peut y en avoir. Il peut y en avoir. Dad, you rock. Dad, you rock. Oh yeah. Bah ouais, non mais parce que les dads aussi peuvent rocker. Aussi, donc, voilà, ça peut marcher. Exactement. Et ce qui fait que en fait je me suis lancée effectivement à mon compte. Donc pour la petite histoire, j'ai reçu mon numéro de SIRET donc 2 jours avant qu'on explique que les écoles allaient fermer. Donc voilà, voilà pour ceux qui nous écoutent et qui trouvent que voilà le confinement c'est pas du tout ça. Ouais. En fait, faut pas perdre courage, parce que clairement c'est grâce à ça, je pense aussi, que j'ai réussi à rencontrer Mariama, qui me reçoit aujourd'hui. Oui. On s'est rencontrés dans un club d'entrepreneurs. D'ailleurs, si vous regardez régulièrement mes stories, vous voyez à quel point je squatte les événements. Oui, surtout ça fait aussi partie, on va dire, un peu, je pense, de l'échange aujourd'hui, parce que le fait d'être bien entouré, c'est vraiment important, et je pense que faire partie donc de clubs, de réseaux, ou même se faire aider par moi en tout cas par les avocats, donc c'est aussi quelque chose de très important, surtout quand vous lancez votre business. Parlons-en d'ailleurs, pourquoi c'est important d'avoir un avocat à ses côtés quand on lance son business? Alors, c'est vrai que alors moi, ce qui m'a beaucoup frappé en fait en me lançant, c'est que je me suis rendu compte, donc je voulais aussi en fait, voilà, on parle de positionnement quand on lance un business, et c'est vrai que je voulais axer mon positionnement en fait sur les femmes donc entrepreneuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en fait, ça fait 10 ans donc que j'exerce, donc à la fois en cabinet et puis en entreprise, et j'ai toujours travaillé donc avec uniquement des hommes. Donc à croire que effectivement, c'est peut-être pas le cas de tous les avocats, parce que je veux pas faire de généralité pour tous les différents donc avocats en droit des affaires, mais c'est vrai que j'avais moi exclusivement une clientèle, ou bien mon employeur, j'étais quand même dans un milieu assez masculin. Tous les membres, j'étais proche, donc membres CODIR, et c'est vrai que tout ça c'était des gens exclusivement donc de sexe masculin, hein, donc voilà. Girl power, on est où là? Ouais, on est où? Ouais, on est pas trop là, mais en fait, je pense qu'il y a des petites problématiques, donc. Mais bon, c'est pas le sujet, mais c'est juste que je trouve que moi, en ayant voulu axer mon positionnement sur donc l'entrepreneuriat féminin, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le réflexe premier donc des femmes de faire appel donc à des avocats. Ce qui n'est pas vrai en réalité pour les entrepreneurs de sexe masculin, qui ont beaucoup. Que t'as expérimenté. Tout à fait. C'est que pour les hommes en général, c'est assez, on va dire, naturel d'aller demander de l'aide. Parce que en fait, c'est pas tant une problématique de problème juridique que d'aller en réalité demander de l'aide. Donc moi, clairement, quand je rencontre des femmes entrepreneuses, notamment dans ces clubs, je ne peux que les inciter en réalité donc à bien se faire entourer, notamment de faire appel en fait à un avocat. Moi idéalement, et puis moi idéalement oui, petit placement de produit, mais bon, c'est pour ça aussi que mon compte Instagram aussi est en lien avec ça, parce que je pense qu'il est important aujourd'hui, parce que on parle de quoi aujourd'hui? On parle d'empowerment, par l'entrepreneuriat féminin, et si c'est vraiment ce dont on parle, il faut se donner vraiment tous les moyens, parce que c'est bien beau de se dire empowered, mais empowered, il faut aussi utiliser tous les outils, je pense, qui sont à notre disposition pour pouvoir se rendre égal. Voilà, c'est un peu ce que Estelle, président. Je sais pas si je vais être présidente un jour, c'est pas vraiment dans mon optique, hein, donc
présidente du Girl Power. Ouais, voilà. Enfin, parce que et en fait, je lis beaucoup d'écrits féministes en ce moment. Et puis en fait, sur Instagram, c'est chouette parce qu'il y a plein de contenus sur le féminisme, dont les podcasts comme celui que propose Mariama. Et c'est vrai que c'est bien d'être. Je trouve ça super en fait tout ce mouvement d'entrepreneuriat féminin. Mais il faut pas que ça crée en fait un entrepreneuriat en fait à deux vitesses, avec un entrepreneuriat féminin que moi j'appelle en fait un peu minimisé, juste parce qu'en fait les femmes ne vont pas demander de l'aide et faire appel à un avocat en fait clairement partie. Donc c'est un peu moi ce que je pense, mais voilà, moi je pense que malgré tout, voilà, c'est comme pour le monde de la finance, les financements, je crois que Mariama veut qu'on en parle un petit peu, mais c'est vrai que de la même façon, faire appel à un comptable, à des gens qui sont spécialisés dans tout ce qui est financement, aller demander de l'argent, malgré tout, exactement, c'est des réflexes qu'ont les hommes. Et que je trouve ont beaucoup moins les femmes parce que elles vont pas oser aller demander de l'aide. Mais après, quand tu vois le pourcentage de financement octroyé à des femmes entrepreneurs, est-ce que c'est pas justement ça qui les décourage aussi dans un sens? Moi, je pense pas. Je pense que parce qu'en fait, avant qu'on dise non, parce que en fait, il faut aussi faire attention, je pense, au sondage. Par exemple, on va dire sur 100% de financement octroyé, peut-être qu'il y aura que 25% de femmes. Mais je parierais même sur moins. Mais oui, tout à fait. Mais je pense que sans doute il y a déjà quelque chose qui est biaisé parce que les décideurs sont souvent des hommes. Des hommes, voilà, blancs au mieux. Et puis, mais c'est vrai. Mais du coup, il faut aussi, c'est bien d'entreprendre, mais je pense que les outils malheureusement sont aux mains un peu du patriarcat. Voilà, donc mais du coup, faut quand même se donner des bons outils et donc se faire entourer par des comptables ou qui va vous aider à faire un BP ou bien une avocate qui va vous expliquer comment fonctionne une entreprise ou pourquoi est-ce qu'il faudrait pas forcément être en auto-entreprise, avoir une société. Tout ça en fait, c'est important parce qu'en fait, c'est des gens qui vont vous donner des conseils pour faire en sorte que votre entreprise soit florissante. Voilà. Ok, super. J'espère que je vous aurai convaincu sur le fait donc de faire appel à un avocat, parce qu'en fait voilà, parce que ok, il y a le côté empowerment, mais ce qu'il faut savoir c'est que quoi que vous fassiez quand vous êtes entrepreneur, parce qu'on parle de quoi? On parle de voilà, déjà il y a le statut et puis sans doute aussi après il faut vendre. Bon, sinon vous n'auriez pas d'entreprise. Oui, voilà. Donc, et en réalité, tout ça, dès que vous faites quelque chose, ne serait-ce qu'en termes de choix de statut ou bien en fait en termes de vente, ça implique la loi à un moment ou à un autre, avec des obligations, et vous êtes obligé donc de vous renseigner pour que pour pas avoir de problème par la suite. Exactement, pour pas avoir de problème par la suite. Et c'est surtout ne pas avoir de problème par la suite qui va vous permettre donc d'être bien focus sur votre business, votre activité, parce que on parle de quoi? Moi, je m'en fiche, hein. Enfin, clairement, enfin voilà Elle est dans son truc là. Non, mais c'est vrai parce que je suis pas là. En fait, je veux pas être tout le temps. Enfin, l'idée c'est pas que vous appeliez votre avocat en fait toutes les semaines. Ouais. Parce qu'après, nous, c'est pour vous donner une tranquillité, les clés, une tranquillité d'esprit pour pouvoir, derrière vous, travailler sur votre activité. Ouais. Mariama, on est d'accord, pour travailler sur votre activité, petit signe, voilà. C'est donc, ça. petit à petit, pour ensuite que vous puissiez travailler sereinement. Et vous concentrer, j'en sais rien, sur la com, la vente de vos produits, améliorer le produit, le cœur de ton business. Ok. Voilà. Bon, on parle de choix de statut. Très belle transition. La micro-entreprise est très prisée en ce moment. Toi, tu as un avis bien tranché sur la question. Oui. Alors, j'ai un avis bien tranché sur, effectivement, ce statut de micro-entreprise. Mais alors, du coup, le choix des statuts, je vais reprendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte déjà quand on doit choisir son statut? Et alors là, je vais la refaire.
qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on doit choisir son statut? Donc, on a le choix entre la micro-entreprise et donc la création de société. Tout à fait. Et pourquoi, selon toi, je spoil un peu la suite de la réponse, la micro-entreprise n'est pas toujours la meilleure des solutions? Alors moi, c'est en rencontrant en fait plein d'entrepreneuses et aussi en étant un peu plus active aujourd'hui sur Instagram à cause du confinement, je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneuses proposaient en fait des formations pour lancer leur business en tant que micro-entrepreneuse. Et c'est vrai que moi, je suis assez partagée, sur cette histoire de micro-entreprise, parce que déjà, moi, le premier risque que vous avez en tant que micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, en fait, c'est le même statut, même terme, même statut. En fait, vous n'avez pas de séparation stricte entre votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel. Donc ça, c'est le risque, on va dire, principal auquel vous faites face quand vous vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur, que vous lancez une micro-entreprise. Ce qui fait que, par exemple, je dis n'importe quoi, vous lancez un e-shop, vous êtes en micro-entreprise et puis en fait, vous contractez des dettes, vous allez voir un fournisseur pour acheter des marchandises et vous devez lui le payer en fait à X date et là, bim, il y a le Covid qui arrive, on est bien et vous n'arrivez pas à lancer en fait à temps votre business pour pouvoir vendre et ce qui se passe, c'est que vous devez quand même payer les dettes qui arrivent parce qu'il y a des échéances qui arrivent. Voilà, donc là vous essayez de négocier des délais de paiement. Soit vous y arrivez, soit vous y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, ce qui se passe, c'est que votre fournisseur peut venir vous rechercher sur votre propre patrimoine personnel et encore pire sur le patrimoine de votre mari si vous n'êtes pas, si vous êtes marié en communauté de biens. Donc sans contrat de mariage. Donc par exemple, je veux bien que quand vous avez décidé de vous lancer, vous avez des idées pour devenir chef d'entreprise, c'est un peu ce dont on parle. Que vous avez envie de devenir chef d'entreprise, mais si l'idée c'est de mettre en risque vos proches, moi, je suis pas hyper à l'aise avec ça, contrairement donc à la création de société, car si c'est la société qui, en lieu et place dans mon exemple, contracte quelque chose pour acheter de la marchandise auprès d'un fournisseur, quoi qu'il arrive, vous serez protégé parce que il y aura la personnalité morale donc de la société. Mariama, tu me coupes. Je bois tes paroles. D'accord, parce que si c'est trop compliqué, parce que c'est aussi mon objectif en fait, un peu de vulgariser, les termes. Vous avez la personnalité morale, donc Mariama, arrête-moi si c'est toujours. Donc le nom de, votre entreprise. Votre entreprise est là pour faire écran et en fait. Jamais vous ne perdrez plus que, en fait, c'est limité à aux apports, donc en numéraire que vous avez fait dans votre société. Donc après, c'est un peu technique, mais c'est vrai que ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que vous avez, quoi qu'il arrive, la société qui va faire écran avec, on va dire, votre créancier qui viendra vous rechercher. Donc tout ce qui est patrimoine personnel, votre maison ne sera pas touchée. Voilà, donc après... parce que il faut pas oublier que en fait le régime de la micro-entreprise a été créé uniquement pour avoir c'est un peu comme si c'était un hobby, parce que ce qui est drôle c'est que comme moi quand j'en parle à mes conjoints donc de sexe masculin tes conjoints. C'est vrai que j'aurais pu avoir une conjointe mais c'est vrai que mon conjoint me dit mais non, mais en fait la micro-entreprise c'est bien si par exemple tu veux rémunérer ton hobby. Donc parce qu'à la base c'est pour avoir un complément de salaire. Exactement. Moi en fait à la fac de droit, c'est vrai que on nous parle très peu du régime de la micro-entreprise. Alors je veux bien peut-être que le statut est très facile parce que c'est un peu comme si c'était un faux ami. Pôle emploi vous explique que c'est super. Quand vous allez à la CCI aussi, sans doute, en fonction des conseillers que vous allez avoir dans vos projets de création d'entreprise, parce que c'est facile d'un point de vue administratif de s'enregistrer en tant qu'auto-entrepreneur. Mais c'est gratuit surtout. Et gratuit, oui, mais
si l'idée c'est de se dire je lance quelque chose, parce que vous avez forcément cette histoire de plafond auquel vous Alors rappelle-nous les plafonds du coup, si tu les as en tête. Alors en tête, prestation de service, il faut. Je crois que c'est 32 000 et quelque chose. Non, ça a changé. C'est 72 500. Ouais, alors moi je suis à l'ouest, non. 72 500. Ouais. Et puis par exemple sur les ventes de marchandises, les ventes de marchandises c'est 176 000 €. Donc ce qui est vrai, parce qu'en fait ils ont revu. En fait, à la hausse. Ouais. Mariama, en fait, se trompe parce que ils ont revu à la hausse donc les seuils. Ce qui fait que du coup, c'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question de savoir si ça vaut le coup aujourd'hui de se mettre en société. Ouais. Mais je te coupe. Ouais. Il y a forcément un cas de figure où ça vaut le coup. Typiquement, il y a avec l'avènement d'Internet, maintenant tu as tout ce qui est business en ligne, des ventes de formations en ligne, etc. Oui. C'est peut-être quand même plus avantageux de se mettre en micro-entreprise qu'en création de société. Oui, mais alors qu'est-ce que j'ai dit là ? J'ai dit, en fait, ce qui se passe, c'est que d'un point de vue fonctionnement systémique de l'entreprise, oui, je sais, j'utilise des termes peut-être compliqués, mais ne vous endormez pas, s'il vous plaît. Restez avec nous. Voilà, restez avec nous. Mais l'entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des charges en réalité incompressibles parce que même quand vous êtes en micro-entreprise, à un moment ou à un autre, vous avez un forfait qui va vous être appliqué pour payer vos cotisations sociales. Voilà, pour moi, je pense que les gens choisissent ce statut parce que justement ils ne connaissent pas le fonctionnement d'une société, parce que tout de suite, notamment les femmes, ont l'impression que ça va être toute une histoire, que c'est hyper compliqué en termes de gestion. Rédiger des statuts, ça va coûter de l'argent parce qu'il y a tout un process à respecter. D'ailleurs, en réalité, les choses aujourd'hui sont assez faciles à faire. Si vous voulez immatriculer une société, vous allez sur le site donc du greffe d'Infogreffe, du greffe du tribunal de commerce, et en fait vous pouvez aujourd'hui immatriculer une société en fait en ligne très 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 simplement. D'accord. Ce qu'il faut savoir avec voilà, après il y a des modèles aussi de statut. Si vous êtes tout seul, oui, vous pouvez ce que j'allais dire. Il faut oui. savoir qu'on peut créer une société en étant tout seul aussi, parce Exactement. que souvent, je pense que c'est une des confusions qu'on se fait. Tout à fait. On se met en tête, mais... Et c'est surtout pourquoi moi je prône beaucoup la société, parce que on a parlé donc des plafonds, mais est-ce que en réalité vous voulez vous limiter au montant ? Moi, je suis pas sûre. Alors, effectivement, si c'est une activité principale, oui, exactement. Si c'est une activité principale, est-ce que vous voulez vraiment vous limiter au montant ? Parce que quand vous atteignez les montants, du coup, faut basculer en société. Exactement. Et le basculement donc du statut de micro-entreprise vers le statut donc de création de société, à un moment ou à un autre, va aussi, ça va vous coûter en réalité de l'argent, parce que beaucoup se contentent de fermer l'auto-entreprise pour monter une société à côté, mais en réalité les choses ne se font pas, c'est pas très très propre la manière dont les choses se font. Donc il faudrait faire derrière, donc là c'est technique, il faudrait faire un apport donc de son business à la société que vous avez créée, pour pouvoir en fait continuer à exercer votre activité en société. Mais là, ça implique à nouveau des frais. Donc en réalité, à un moment ou à un autre, vous allez devoir payer. Donc quand vous montez, voilà. Donc c'est pour ça que c'est aussi une fausse croyance, je pense, qui limite beaucoup les femmes, de se dire que voilà, vous montez une entreprise, et en fait, l'auto-entreprise, c'est chouette parce que vous n'avez pas de frais, mais ce n'est pas vrai. C'est une réduction des cotisations sociales aussi, les premières années d'activité. Ça te permet de tester aussi. Tout à fait. Mais je mets volontairement des contre-arguments. Oui, mais voilà, si c'est vraiment votre activité principale, je pense que ça peut valoir le coup de payer, parce qu'aujourd'hui vous pouvez faire ça même sur des legal tech qui ont en fait des sites en ligne comme qui vous permettent, tout à fait, voilà, qui va vous aider en fait à avoir des statuts très simples. Et puis c'est vrai que si vous êtes tout seul, je pense que vous pouvez très bien passer par ce type de plateforme, parce que on va vous aider à immatriculer une société en fait très très vite, parce que c'est ce qu'ils offrent comme service. Mais par contre, en fait, vous ne pourrez certainement pas parler à des gens aussi sympathiques que moi. J'adore. Mais du coup, une autre question. Oui. Quand on crée sa société, il y a aussi la question de l'apport. Je pense que là aussi, il peut y avoir quelques réticences. Pourquoi il y a une réticence ?
Déjà, combien on peut mettre au minimum? C'est ça la question. Voilà. Parce que tu veux lancer ton entreprise, t'as pas forcément les mains, tu veux tester ton idée. Très bonne question, Maria, parce que du coup, ça me donne aussi des idées, moi, pour faire mes petits posts Instagram. Voilà. Oui, d'ailleurs, je vous mettrai le lien vers le compte Instagram d'Estelle qui regorge de plein de conseils juridiques. Donc, je vous mettrai tout ça dans le descriptif de l'épisode. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est que, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup d'apports. Il suffit de 1 euro. Littéralement, donc d'1 euro pour créer une société. Tout type de... Sauf la société anonyme. Mais bon, la société anonyme nécessite un minimum de 7 actionnaires. Si vous êtes tout seul, puis si vous avez des ambitions pour être coté, en bourse, donc effectivement, monter une SA. Mais il faut trouver des administrateurs qui doivent être au minimum 3. Enfin, voilà, c'est une autre dimension. Mais et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je conseille beaucoup les entrepreneurs et les entrepreneuses, avoir plutôt en fait une SAS. Donc, qui serait un peu le, pour moi, j'aime bien cette forme sociale parce que elle vous permet de faire un peu ce que vous voulez, notamment en modifiant les statuts. Si vous intégrez des associés derrière avec vous, comment faire? En fait, vous pouvez régler en fait le fonctionnement de la société de manière très libre. Dans les statuts, c'est juste qu'il faut bien se faire accompagner. Faites appel à un avocat en fait pour vous expliquer comment les choses peuvent fonctionner, pour pouvoir derrière mettre en place tout un système dans lequel tout le monde aura son mot à dire à un moment ou à un autre, parce que c'est un problème de rapport de force quand vous intégrez des personnes. Voilà. Oui, sinon, Mariama, je voulais rajouter quelque chose sur cette question d'apport. Parce qu'en fait, je sais, ça bloque les gens, comme tu m'as dit. Alors, apparemment, c'est ça. Tu me dis-moi si j'ai tort ou raison. Mais ça bloque les gens parce qu'on se dit, on n'a pas d'argent, donc on veut pas mettre d'apport dans la société. C'est ça dont tu me parles? Oui. Ok. Moi, je vais vous démontrer le contraire. Ce qui se passe, c'est que, effectivement, d'un point de vue légal, les textes disent, vous avez besoin que d'1 euro pour fonctionner. En réalité, regardez-vous bien dans la glace. Est-ce qu'en réalité, avec 1 euro, vous arriverez à un moment ou à un autre à monter votre société ou non? Bah oui, si tu dis que c'est possible. Non, mais d'un point de vue pratique, j'entends. Vous voyez, c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Vous avez les textes de loi, mais la réalité, c'est quand même autre chose. Parce que même si vous êtes en auto-entreprise aujourd'hui et que vous avez besoin, j'en sais rien, admettons, je veux monter, je vais faire des formations en ligne, par exemple, ou bien je veux monter un podcast. Prenons monter un podcast parce que c'est ce qui intéresse aujourd'hui Mariama. Mariama, à un moment ou à un autre, avant de se lancer, elle a dû se dire, je vais acheter des micros. Donc, si j'achète des micros, il faut bien que j'ai un peu d'argent. Donc, quand vous êtes en société, certes, vous avez mis 1 euro, mais même en mettant 1 euro, clairement, vous pouvez pas acheter votre micro. Donc, l'idée, c'est de se dire, du coup, je peux mettre de l'argent, mais vous le ferez d'une autre manière. Donc, avoir un capital social, l'argent derrière n'est pas bloqué en réalité. Vous apportez de l'argent. Admettons 5 000 euros, et en fait, ça se transforme en capital social, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet argent n'est pas bloqué. Vous pouvez l'utiliser derrière pour le fonctionnement ensuite de votre entreprise. D'accord. Ah, on peut investir avec. All right. Oui. Est-ce que c'est bon, t'as compris, oui. comment ça marche? Ouais. Mais là, ouais, parce que je sais, c'est hyper. Les gens, ils ont une grosse problématique par rapport à ça. En mode, mais attends, mais 5 000 euros. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je non. les bloque, en fait, c'est pas ça. Ça vient de la trésorerie pour ta boîte. Okay. Et derrière, parce que en fait, c'est pour ça qu'il y a des gens, il y a des moments, les gens ils disent, ah ouais, genre capital social, 1 million d'euros. Bah non, la boîte elle est mal gérée. T'as brûlé ta thune. Bon mec, c'est bon, il y a plus rien. Non mais c'est vrai. Enfin tu vois, ça veut rien dire. Il y a 1 million d'euros. Le mec il a brûlé son cash. Bah ouais. Carrément. Voilà. Bon du coup, qu'est-ce que tu recommandes selon toi, ta vision? Est-ce qu'il faut entreprendre solo ou à plusieurs? Alors,
Moi, évidemment, je pense que ça dépend vraiment de plusieurs choses, hein, de vos envies. Est-ce que vous avez envie de travailler avec des gens déjà ou pas? Déjà, parce que c'est quand même important. Ouais. Ça compte quand même, hein, parce que si je ne supporte pas l'autre, l'autre c'est un peu compliqué. Et je me contente. Il y a aussi cette histoire de est-ce que je veux travailler seule ou pas? Mais c'est vrai que seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Exactement. Alors je sais pas pourquoi cette maxime est très en vogue actuellement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram. Je sais pas pourquoi, mais mais c'est vrai. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai. Si vous envisagez déjà de vous mettre, on va dire, de travailler avec quelqu'un, sachez que le statut d'auto-entrepreneur ne vous permet pas aujourd'hui de le faire. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, admettons, vous avez déjà lancé votre entreprise en auto-entreprise, vous devez, à un moment ou à un autre, donc, créer une société pour pouvoir vous associer. Donc, c'est pour ça que si c'est vraiment, vous n'avez pas encore lancé votre entreprise et vous n'avez pas encore choisi votre statut, si vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous allez vouloir vous associer, je pense que ça peut valoir le coup aussi derrière, donc de créer en amont une véritable société. Okay. Sachant qu'en plus derrière, l'avantage c'est que si vous acceptez quelqu'un, qui vient s'associer avec vous, vous pouvez très bien, vous n'allez pas lui donner la société de manière gratuite. Il faudra qu'il intègre la société moyennant finance. C'est quand même de ça dont on parle. Ouais. Donc, ce qui vous permettra d'avoir aussi de la trésorerie derrière pour pouvoir continuer à développer votre société. Vous avez remarqué, je parle beaucoup d'argent. Money, money, money. L'argent. Oh là là. Super. Bah écoute, je vais enchaîner sur une autre question. Ah non, mais j'ai pas fini en fait. Encore? Bah ouais. Parce qu'il y a des recommandations. Parce que si vous vous associez, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, moi, je vois, je demande aux femmes, est-ce que vous voulez vous associer ou pas? Alors tout le monde me dit, mais au grand Dieu, non! Au grand Dieu, non! Pourquoi? Parce que déjà, non, je préfère prendre mes décisions toute seule et tout. Alors, ce qui se passe, c'est que juste, mais vraiment en 2 mots, parce que très rapidement, quand vous vous associez, j'espère que tout le monde a entendu parler quand même de la notion de pacte d'associés. Déjà, je pense que ce qui est important, c'est de discuter avec la personne avec qui vous envisagez donc de vous associer. Un minimum quand même. Un minimum. Donc, ne serait-ce que d'un point de vue fonctionnement, organisationnel, donc financier. Combien est-ce que tu veux mettre de l'argent pour rejoindre ma boîte? Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe si notre boîte elle marche super bien? Il faut tout envisager. Voilà, tout envisager. Et je pense qu'en plus, les avocats sont là aussi pour vous aider à réfléchir sur ces différentes éventualités. Qu'est-ce qui se passe en cas de désaccord? Si moi, au bout de X années, j'ai envie de faire autre chose parce que ça ne me dit plus. On a aussi, ce qu'il faut savoir, des moyens juridiques. On peut forcer les gens d'une manière contractuelle, c'est-à-dire, à ne pas vous concurrencer si derrière ça ne marche pas. On peut très bien prévoir ce type de clause. Une clause de non-concurrence. Exactement, des clauses de non-concurrence dans ces pactes d'associés que moi je rédige, on va dire, de manière régulière. Et c'est pour ça que avant de vous dire et de vous limiter au fait de pas avoir d'associés, parce qu'en fait, vous dites que ça va être un nœud impossible. Parlez-en donc à un avocat ou à quelqu'un qui s'y connaît, j'en sais rien. Mais au moins, faites-vous aider pour savoir comment les choses peuvent se faire. Parce que ce qui est important aussi de se dire, c'est que souvent, vous quittez le statut de salariat pour vous lancer. Donc, vous dites que vous avez 2 ans pour commencer à générer de l'argent. Mais en réalité, 2 ans, ça passe vite. Oui, vous êtes bien d'accord, si vous êtes à plusieurs, clairement, les choses vont aller plus vite. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter, je pense, juste parce qu'en fait, on ne connaît pas les lois et on ne connaît pas les outils qui vont vous permettre donc de mener à bien, en fait, votre projet entrepreneurial. Peut-on protéger son idée ou son concept? Ah là là, grosse question, parce que effectivement, souvent je suis assez embêtée en fait en réalité sur cette question, parce que
Marianne, je peux comprendre. Hein. Enfin voilà, vous êtes quand on a décidé de quitter le salariat, souvent pour pouvoir monter sa société ou son entreprise, peu importe le statut, c'est que souvent c'est qu'on se dit qu'on a une très bonne idée et qu'on a un concept génial et que souvent on hésite à en parler, du coup parce qu'on se dit franchement, je pense que cette idée peut valoir de l'argent. Ouais. Et t'as peur qu'on te la pique. Voilà, on a peur de se faire piquer sa super idée et tout, mais est-ce qu'on pourrait la protéger? Mais en réalité, non, et heureusement, parce que ça serait un peu comme si on nous disait, voilà, celui, j'en sais rien, qui a une idée, on va dire, de lancer une formation en ligne, ben derrière, plus personne ne pourrait le faire. Donc ça aboutirait en fait à des situations, on va dire, complètement rocambolesques et inconcevables. Ce qui compte pour pouvoir protéger votre idée ou votre concept, c'est d'apporter quelque chose d'innovant. Donc déjà, la matérialiser de telle manière, j'en sais rien, ça peut être si vous faites une plateforme donc de mise en relation, enfin voilà, vous pouvez protéger votre marque, la marque, parce que en fait, en gros, ça va devenir un actif de votre société qui va valoir de l'argent. Qui va vous permettre éventuellement de passer des contrats de licence de marque pour que d'autres personnes puissent exploiter. Donc la même chose que vous. Donc ça peut vous rapporter de l'argent à vous. Ça peut être déposer un dessin ou un modèle. Donc mais ce qui compte en réalité, c'est la matérialisation via l'innovation. C'est seulement s'il y a innovation qu'on peut derrière protéger son idée ou son concept. Donc voilà, je vous invite derrière donc à soit faire appel donc à ce qu'on appelle des conseillers en propriété intellectuelle pour vous aider donc à protéger votre idée ou votre concept. Ou bien un avocat pour vous conseiller sur ce genre de choses, parce que je peux comprendre que ce soit un peu compliqué, mais en plus avant même, moi souvent je constate que souvent les femmes ou certains entrepreneurs, hein, pas rien. Je suis même pas sûre que ce soit une problématique en fait de sexe. Les gens sont trop en amont peut-être de se dire bon bah voilà, j'ai cette idée, j'ai ce concept, et de me dire j'ai besoin de le protéger. Mais en réalité, avant de vous dire que vous avez protégé quelque chose, travaillez dessus. Testez l'idée, parce que parce que sachez qu'en plus quand on veut protéger quelque chose, c'est pas gratuit. Hein. Ouais, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Hein. Et puis en plus, pour derrière que ça marche c'est pas une association bénévole, hein, donc voilà. Il facture, donc ça a des coûts. Faites-vous conseiller, ne serait-ce que pour une problématique de dépôt de marque ou de modèle ou de dessin. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller donc au mieux. Et puis surtout, avant de vous dire que vous allez protéger quelque chose, travaillez sur votre idée. Parce que c'est ce qui fait en réalité que votre idée va valoir de la valeur et qui va vous permettre en plus de la protéger avant de la commercialiser. Ok. Est-ce que tu recommandes de communiquer sur son business au moment de sa création, justement? Alors, moi, je recommande de le faire parce qu'en fait, en réalité, c'est un peu comme si vous allez tester votre idée. Hein. Enfin, voilà, Maria, tu viens de start-up. Donc, je connais. Tu connais? Lean Startup. Lean Startup, test and learn. Test and learn. MVP. Ouais, on va sortir tout le jargon. Voilà. On va perdre tout le monde là. On parle de droit, oh là là. Test and learn. Pourquoi tester? Donc tester, évidemment auprès de vos proches pour savoir ce qui va se passer. Parce que si vraiment vous êtes vous travaillez dessus. Voilà, prenons l'entrepreneur de manière, on va dire, classique. Il a l'idée, il travaille dessus. En réalité, c'est pas grave si vous en parlez parce que lui, faites-vous confiance en fait, parce que vous avez passé du temps sur le travail de votre idée, de votre concept. En réalité, même si vous en parlez, je le vois mal. La personne à qui vous avez parlé donc de votre idée, de votre concept, qui puisse derrière faire la même chose que vous, parce qu'il lui faudra aussi X temps avant qu'il n'arrive au même stade que vous. Donc en réalité, est-ce que c'est vrai, c'est bon ou pas? Donc d'en parler, oui, moi je conseille de le faire. Donc c'est de la même chose si vous faites des campagnes de crowdfunding derrière qui vous permettent de tester votre idée. Donc
y a aussi crowdfunding pour celles qui ne connaissent pas, donc le financement participatif. Donc il y a une cagnotte tout à fait. Donc sur Ulule, Bank, voilà. Donc on fait pas, non, il y a pas de placement de produit. Là, là, c'est vrai. Non, là c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on est bête, hein, d'ailleurs. Pas de placement de produit. Du coup, je t'ai perdu. Oui, sorry. Tu m'as perdu, sorry. Tu parlais donc de faire du crowdfunding pour tester son idée. Oui, tout à fait. Alors, tester. Par contre, effectivement, là où est-ce que je recommande de passer ce qu'on appelle un accord de confidentialité ou bien un NDA. NDA, Non-Disclosure Agreement. Maintenant, on parle en anglais. Bon, Mom You Rock en même temps. Oui, je peux me permettre des anglicismes. C'est ça. Oui, faites passer des NDA quand vous allez chercher un associé qui a l'habitude donc de l'environnement start-up ou non d'ailleurs, mais qui aurait donc des connaissances, qui aurait les moyens donc sans doute de vous piquer l'idée. De toute façon, vous allez le sentir en approchant les gens. C'est pas donc on va dire la personne lambda que vous allez rencontrer dans la rue qui va vous piquer votre idée ou votre concept à un moment ou à un autre. C'est vraiment la personne qui a un pied dans le milieu entrepreneurial. Par exemple, quand vous allez chercher des fonds chez un business angel. Un business angel, par définition, c'est quelqu'un qui va en fait vous aider dans la création de votre entreprise, qui va vouloir investir. Donc, il va à la fois vous aider d'une manière financière et il va également vous donner des conseils donc dans votre projet entrepreneurial. Donc là, typiquement, c'est des personnes qui ont un réseau donc d'entrepreneurs et de personnes qui sont susceptibles donc de les aider, qui potentiellement, oui, peuvent vous piquer votre idée. Donc là, dans cette hypothèse, je vous recommande vivement de faire signer un accord de confidentialité donc à ces personnes avant de discuter de quelque chose que ce soit. Bon, on parlait d'argent. Money. Oui. Les financements. Comment l'anticiper lors de notre création d'entreprise? Et quels sont les différents types de financement qui existent, sans rentrer trop dans les détails, mais dans les grandes lignes? Oui, sinon je vais vous perdre, parce que l'idée c'est pas non plus de perdre tout le monde dans ton super podcast Mom You Rock. Non, en fait c'est un vrai sujet, parce que en réfléchissant donc à comment fonctionne l'entrepreneuriat féminin, c'est aussi une problématique donc de limitation, je pense. Souvent, voilà, on hésite à demander de l'aide. Donc vous aurez compris quand même le maître mot de ce que je recommande, c'est vraiment de demander de l'aide, que ce soit à vos proches. En fait, quand vous montez une boîte, ce qui se passe, c'est que vraiment parlez-en autour de vous. Certes, ça va être pas moi, sans doute l'avocate, ou ça va pas être l'expert comptable du coin, mais au moins les gens vont penser à vous. Les gens. En plus, plus vous mettez dans le mindset d'être un entrepreneur, plus vous le serez. Donc, ne pas porter, faut pas porter sa croix. Si vous êtes entrepreneur pour porter sa croix, parce qu'en fait, c'est trop difficile, que vous posiez 3000 questions, il y a un problème. C'est fait. C'est que c'est peut-être pas fait pour vous. Voilà. Soit c'est pas, c'est pas grave, mais c'est surtout, donnez-vous toutes les chances de votre côté, parce qu'en réalité, il y a des gens dont c'est le métier. Faire des BP, donc vous conseillez d'un point de vue juridique. Oui, c'est à moi de le faire. Et puis c'est vrai que les gens se limitent. Et sur cette question d'argent, de financement, c'est vrai. Donc tout à l'heure, on a parlé d'apport donc avec Mariama. De la même façon, en réalité, il y a plein de dispositifs que la loi donc a prévus. Par exemple, les proches peuvent très bien décider d'investir dans votre société et en contrepartie, ces derniers peuvent avoir donc une réduction d'impôt. Donc ça, par exemple, c'est des choses que les entrepreneurs souvent ne font pas, ne savent pas. Oui. Donc ça va être des prêts d'argent souvent, donc un peu de manière officieuse. Mais pourquoi ne pas leur proposer en fait une quotité du capital, les avoir au sein de son capital social, comme ça. Si votre société, elle marche, et elle marchera parce que vous êtes dans un mindset entrepreneurial et vous êtes là pour réussir, donc dans ce cas-là, ils pourront derrière se faire payer aussi en dividendes, en plus de la réduction d'impôt qu'ils auront au début. Donc ça, c'est par exemple quand vous allez lever des fonds auprès de vos proches, donc c'est ce qu'on appelle la love money.
Vous avez aussi d'autres choses. Donc derrière, vous allez demander des emprunts bancaires. Là aussi, il faut aussi se préparer. Se préparer, qu'est-ce que ça veut dire se préparer? C'est apprendre à pitcher. Donc apprendre à pitcher son projet parce qu'en fait, c'est vraiment important de savoir présenter son projet. Il faut convaincre les gens. Le pitch doit pas être long, mais au moins apprenez à le faire. C'est pour ça que oui, il faut en parler de votre projet. Ça vous entraîne déjà. Ça vous entraîne déjà parce qu'en fait, plus vous en parlez, plus vous serez vous-même convaincu en fait de votre propre idée. Ne pas rester dans son coin. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de rejoindre aussi donc des cercles d'entrepreneurs, d'entrepreneuses pour pouvoir mener à bien votre projet. Donc pitchez votre projet devant votre banquier. Là, vous aurez pas le choix parce que clairement, on va vous demander d'être bon avec les chiffres. Il faut que vous soyez à même donc d'expliquer les différents chiffres parce qu'on va vous demander des détails. Même chose derrière quand vous allez faire appel à des fonds d'investissement, que ce soit en réalité auprès de la BPI ou autre, et que vous allez demander de l'argent. Faites-vous accompagner parce qu'il y a des implications juridiques à tout niveau en réalité. Auprès d'une banque, souvent ça va être des problématiques de caution personnelle par exemple. Si un fonds d'investissement BPI ou autre investi dans votre société, vous aurez besoin donc de vous faire conseiller. Et puis surtout, si c'est un environnement qui vous fait peur, il faut vous mettre un peu un coup de pied aux fesses en réalité pour vous familiariser avec ce monde-là. Parce que quand vous fonctionnez en entreprise, à un moment ou à un autre, vous avez besoin d'argent. Quand vous avez besoin d'argent, vous allez essayer d'en trouver ailleurs. L'autofinancement, ce que moi j'appelle autofinancement, c'est quand vous réussissez à générer du chiffre par votre société et vous réinvestissez donc votre argent. C'est beaucoup trop long. Donc pour pouvoir faire grandir votre entreprise. Donc n'hésitez pas donc à vous familiariser avec ces milieux, on va dire, un peu financiers, la banque, la love money, les fonds d'investissement. Donc voilà, c'est des choses, je pense, auxquelles il faut faire attention. Alors je conçois, c'est peut-être moins drôle, on va dire, que d'aller chez son fournisseur pour aller regarder, j'en sais rien, des tissus, j'en sais rien, c'est beaucoup moins drôle que d'aller travailler sa com sur Insta, faire des visuels. Mais c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire parce que l'argent, c'est quand même ce qui va faire vivre votre entreprise. Puis si vous regardez bien comment fonctionne une entreprise, vous avez tous été salariés. C'est pas celui qui s'occupe de la com qui va être aux rênes donc de l'entreprise. C'est celui qui va être près de ses sous. Donc voilà. Très belle conclusion. Merci beaucoup Estelle. De rien Mariama. Du coup, je mettrai toutes les informations, donc le lien vers ton compte Instagram. Et si vous avez besoin d'approfondir certains points, appelez Estelle. Merci Mariama. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux, si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcast pour qu'il soit visible au plus grand nombre, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram, mommyourockfr. À bientôt!